qu'on commence. Bienvenue à la présentation Fleury. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc un petit mot rapide sur Fleury. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom. Peut-être que vous connaissez le nom de Mondeka, société française qui a été créée en 1999, spécialiste de la sémantique, gestion d'ontologie, taxonomie, tagging automatique à base d'ontologie et de taxonomie. Nous sommes Mondeka. Je représente Mondeka, mais maintenant Fleury, racheté en 2023. On est maintenant Fleury EMEA, donc la branche européenne de Fleury. Fleury, c'est un éditeur de logiciels américain, spécialiste de la base graphe sémantique. Donc sémantique. Le rachat était évident. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail par la suite comment tous les composants s'articulent et quelle est la valeur qu'ils apportent. Le point important que je voulais mentionner sur cette première diapo, non, je ne me suis pas amusé à juste étaler toutes mes références. Je voulais juste vous montrer que toutes ces références ont un point commun. Elles ont toute une masse de contenu énorme. Tous ces contenus sont hétérogènes. Tous ces clients ont besoin de comprendre ce dont parle leur contenu. Ils ont besoin de les distribuer et ils ont des clients qui souhaitent les consommer. Et toute la logique de cette présentation va tourner autour de cette thématique. Est-ce qu'on est capable à la fois pour les humains de faire en sorte que les contenus soient trouvables et est-ce qu'on est capable pour les machines de faire en sorte que ces contenus soient consommables? Et tout ça de manière automatique. Donc ce n'est pas rechercher le problème, c'est bien trouver. Encore une fois, toutes les personnes à qui on parle nous parlent de la trouvabilité. Donc pour les Québécois, trouvabilité, hein, c'est un mot français. J'ai du mal à trouver ce que je cherche. J'ai un problème de trouvabilité. Donc la trouvabilité, c'est quoi? C'est l'idée que dans les processus, dans la chaîne de valeur, la création du contenu, je sois à même d'ajouter des éléments qui sont utiles pour les utilisateurs internes, utiles pour les utilisateurs externes ou les clients. En interne, les problématiques sont les questions métiers. Tous nos clients ont des utilisateurs métiers qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent parce que les questions qu'ils posent sont trop complexes et que les contenus qu'ils interrogent ne contiennent pas les réponses. Pour les clients externes, la problématique est pire. Ils veulent consommer des contenus, mais leur capacité à trouver ces contenus en fonction de critères qui sont complètement libres et pas du tout contrôlés au départ est pire. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est quand Amazon revend des contenus de Warner, Amazon utilise un moteur de recherche qui est A9, il a sa propre logique de SEO interne. Si vous n'avez pas mis les bonnes métadonnées dans les éléments que vous voulez revendre sur Amazon, vous ne les revendrez pas, vous serez en page 100, vous ne serez jamais en page 1. Voilà. Donc on va dire la cause commune, visibilité interne, externe, elle est un peu la même. L'idée, c'est de dire que, à un moment ou à un autre, si on est à même d'ajouter dans les contenus des éléments qui permettent de dire « je comprends de quoi il parle, je suis capable de mettre des métadonnées qui sont interprétables par des machines, j'ai résolu une grosse partie de mon problème. » Donc, je répète un peu la même chose, vous allez voir, ça va être un peu, je vais accélérer sur ces diapos-là, j'enfonce les portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si je suis un humain, donc je vais prendre un exemple et ça va être le fil conducteur et puis on pourra en prendre d'autres après. Je suis chez Warner Bros. Discovery, je fabrique de la vidéo, je fabrique des clips, je fabrique des scènes, je fabrique de l'audio, je fabrique des sous-titres codés et j'ai des questions. Et mes questions sont des questions métiers. Je suis du légal, je suis du placement de publicité, je suis de la distribution de contenu et mes questions sont analytiques, elles sont complexes. Donne-moi toutes les scènes dans lesquelles je peux trouver Kevin Spacey parce que j'ai une obligation légale de flouter son visage. Donne-moi toutes les scènes dans lesquelles il y a une voiture décapotable parce que j'ai besoin de placer une pub pour des écrans solaires. C'est ça la réalité de nos clients. Et si on rembobine toute cette chanson, on s'aperçoit qu'au tout début de l'histoire, il y avait le besoin impérieux de commencer par la modélisation des données.
Donc ça, c'est le cœur de notre métier. L'idée que pour arriver à l'étape 1, il a fallu comprendre l'étape 3. Oui, oui, c'est comme ça que ça marche. Si je vais voir mes utilisateurs métiers, que je leur pose la question, de quoi avez-vous besoin? J'ai besoin de répondre à des questions complexes. Merci de lister vos questions. En listant leurs questions, ils listent les contraintes de modèles. Je ne sais pas si vous êtes familier de la modélisation des données. La modélisation de données, c'est quelque chose d'assez abstrait. On définit des classes, des propriétés, des relations, et on dit qu'un objet, un élément, a des propriétés et qu'il a des relations possibles avec d'autres éléments. C'est abstrait, mais c'est attaché à la donnée. Exemple, une personne travaille pour une entreprise, cette entreprise appartient à un marché, ce marché est sur un continent, ce continent est sur une planète. Toutes ces relations, je peux les modéliser. Si je modélise mes relations, si je modélise mes concepts, si je modélise mes entités, ce qu'on appelle les taxonomies, des ontologies, je suis capable d'établir, dès le début de la chaîne de traitement de mes contenus, des éléments structurants que je vais essayer d'ajouter dans une étape 2 de manière automatique. Donc la deuxième étape, elle est simple. Elle est de dire aujourd'hui, il existe de l'IA, mais il existait déjà de l'IA il y a 60 ans. Ça s'appelait du NLP, du Text Analytics. C'était le même principe. C'était des algorithmes, c'était on va dire du code entraîné avec des modèles à l'intérieur. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un peu plus ancien. Et ce qu'on dit, c'est est-ce qu'on est capable de copier ce qu'un humain ferait en regardant un contenu? Si je regarde un clip vidéo, si j'écoute un audio, si je regarde un PDF, si j'ouvre un fichier Excel, est-ce que je suis capable de dire ce dont il parle en priorité ou principalement? Est-ce que je suis capable d'y ajouter tout un ensemble de métadonnées techniques qui sont en réponse aux questions qui sont posées dans l'étape 3? Dans l'étape 3, je vous le rappelle, ce sont des utilisateurs métiers qui posent des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces utilisateurs métiers? Ils veulent avoir un dialogue en langage naturel avec leur contenu. Donne-moi toutes les scènes où Kevin Spacey est visible et dis-moi à quel moment ou à quel endroit je dois flouter son visage. Voilà. Donc à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer quelques exemples d'écran parce que je pense que ce sera plus parlant. Quand on parle de taxonomie, d'ontologie, on parle d'éléments structurants, on parle de concepts, on parle d'entités, on parle de termes. Et l'idée, c'est de se dire que tout ça peut être représenté sous forme d'arbres, sous forme de graphes de connaissances. À quoi ça sert? Ça sert à dire une bonne fois pour toutes ce qui est important pour ces fameux utilisateurs métiers et ce que j'ai besoin d'identifier dans mes contenus. Je le définis une fois pour toutes. C'est un coût, mais ce coût, même s'il y a un effort de maintenance, parce que les sujets évoluent, on ne l'a qu'une seule fois. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, une personne, donc là c'est anonymisé, on va dire, hein. Une personne, John Doe, peut exister comme un label, John Doe, mais en réalité, si vous regardez bien, ce n'est pas un label, c'est une URI. L'URI, c'est quoi? C'est un code informatique unique qui permet de dire qu'on parle de John Doe de manière inambiguë. C'est également une personne qui a une expertise. L'expertise elle-même vient d'une liste de vocabulaire contrôlé pour les expertises. C'est une personne qui appartient à un groupe. On a dit que les personnes qu'on veut identifier vont faire partie d'un groupe qu'on appelle personne. C'est aussi simple que ça. Il a également des compétences, la programmation. Et puis, on s'aperçoit ici, chose un peu plus intéressante, on a défini dans notre modèle une relation complexe. C'est ce qu'on appelle des relations NR. Elles ne sont pas binaires. Ici, on est en train de dire qu'une personne, John Doe, peut avoir une relation de type employé avec un employeur pour un emploi ou pour un métier qui est data scientist. Et cette même relation peut avoir un statut. Donc maintenant, je vous laisse fermer les yeux et je vous laisse imaginer une machine qui trouve John Doe dans un texte libre. Vous avez le label John Doe et vous avez éventuellement une technologie qui va vous dire c'est une personne. Bravo, ça c'est une réponse qu'on a depuis 60 ans déjà. Ce qui va manquer, c'est la connaissance métier que vous avez de John Doe, c'est celle que vous avez pris soin de stocker en interne parce que vous avez des contraintes et vous l'avez fait. Je suis donc en train de dire que demain, si j'identifie automatiquement John Doe, ce n'est pas l'IA qui va me donner les informations dont j'ai besoin, ce sont les données que j'ai stockées dans mes vocabulaires contrôlés. À quoi ça ressemble un graphe de connaissances? Ça ressemble à ça.
Donc l'idée, c'est de dire, quand j'identifie quelque chose qui est important pour moi, est-ce que je peux aller puiser dans ma connaissance et demander à la machine qui annote ou qui tag automatiquement le contenu de ramener l'information qui n'est pas dans le contenu lui-même, c'est de l'information métier. Étape 2, c'est la machine à saucisse. La machine à saucisse, c'est quoi? C'est une machine qui essaie de faire comme un humain. On lui donne de la viande et on lui dit « fais des saucisses ». Et la première question qu'il va poser, un bon charcutier, c'est quel est le parfum de la saucisse que je veux fabriquer? Et encore une fois, si ça reste à démontrer, je peux avoir un angle ou une façon d'analyser mes contenus. En l'occurrence ici, le biais, c'est le changement du climat, le développement durable, et j'ai des vocabulaires contrôlés pour le changement du climat et le développement durable, et je demande à une machine de lire le contenu de mon client Cosnova et d'identifier dans ce contenu tous les éléments qui sont en rapport avec mon angle d'analyse. Je suis donc capable d'identifier des labels, de dire j'ai trouvé climate change, j'ai trouvé, c'est en anglais, désolé, hein, j'ai trouvé des choses qui sont en rapport avec l'univers que je vise, mais je suis surtout capable de typer tous les éléments que je recherche ici. Donc je ne suis pas juste en train de dire j'ai trouvé une personne, je suis en train de dire j'ai trouvé un élément de type personne. Toutes ces informations existent en réalité sous forme de code. Donc là, je vous donne un exemple. Quand on extrait une relation, par exemple, donc les relations, c'est un autre point d'intérêt pour les extractions, je suis capable on va dire, prédéfinir dans mon modèle un certain nombre de relations qui m'intéressent. Ici, j'ai la relation emploi. Je demande à une machine de trouver toutes les relations de type emploi dans des textes non structurés. Il en trouve une et il l'exprime avec un certain nombre de métadonnées. En réalité, tout ce que vous voyez ici, c'est du code. Ce que vous voyez même à l'écran, c'est du code. Si vous vous rembobinez un petit peu l'histoire et que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, on le fait pour les humains. Donc clairement, on a vu qu'ici, on a des écrans qui sont lisibles par les humains. Clairement, on voit ici le même écran qui va être lisible par une machine. C'est les mêmes données, c'est juste qu'elles sont exprimées selon un standard sémantique dans du code qui est lisible par une machine. Étape 3. Je vais revenir en arrière. Étape 3. La consommation. Dans cette étape, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de dire que j'ai un coût, fabriquer des vocabulaires qui définissent mes actifs numériques, qui expliquent ce dont ils parlent, qui permettent de fabriquer des métadonnées contrôlées, qui sont pérennes dans le temps. J'ai une machine à saucisses qui permet d'appliquer automatiquement des étiquettes sur des contenus comme on le ferait sur une chemise dans un entrepôt pour que les gens puissent l'acheter. Et ce que je décide de mettre sur l'étiquette, c'est moi qui le décide, mais tout ça, c'est contrôlé par des vocabulaires. Et au final, j'ai des clients qui veulent acheter. Et ces clients qui veulent acheter, c'est des clients qui veulent interroger les contenus et qui veulent se poser des questions en imaginant que leurs questions sont conformes au modèle. En l'occurrence ici, j'ai un dataset qui est sur la mode et le luxe, des éléments qui étaient dans des datasets qui ont été traités et analysés par les étapes 1 et 2 que je vous ai présentées au préalable. Et ce que je vais faire, donc je vous passe les données, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir avoir un langage naturel. Mon questionnement est tout simple. Je pose des questions et je veux des réponses. Et ce que Fleury promet ici, c'est de dire, en fait, je n'ai pas besoin de partager les données avec l'IA. Je vais partager le modèle. Je vais partager la mémoire des questions que tu as déjà posées. Et si je suis capable de partager le modèle de données, je suis donc capable de partager le langage métier que tu utilises. Je suis donc capable de transformer toutes les questions en des on va dire, requêtes structurées. Et je suis capable, donc voilà les requêtes, la question en langage naturel est traduite en requête structurée. Et je suis capable au final de lui demander à la volée, donc ça c'est 2 minutes 30 de ma vie, de fabriquer le rapport qui m'aurait pris 3 mois auparavant. Parce que les données que je vais exploiter en fait proviennent de 5 silos différents. Je les ai toutes centralisées dans l'étape 3 de Fleury, qui est la base graph, dans laquelle j'ai injecté de l'IA et qui me permet de poser des questions dans lesquelles je vais garantir que les réponses ne sont fabriquées qu'à partir des données que j'ai partagées et pas des paramètres d'entraînement de l'IA.
Donc, je vous avais parlé du cas d'usage de Warner. Je vais le retrouver ici. Excusez-moi, j'ai un peu paumé dans mes diapos. Après, on peut transposer, bien sûr. Donc, le cas d'usage de Warner, c'est quoi? C'est l'étape 1, 2, 3. C'est des spécialistes de la métadonnée qui passent leur journée à établir des vocabulaires contrôlés. Donc, ils ont des vocabulaires pour les super-héros. Ils ont des vocabulaires pour les titres de leurs séries. Ils ont des vocabulaires pour les modes de distribution de leurs programmes. Tout ça est contrôlé. Et dans l'étape numéro 2, tout ce qui est fabriqué par Warner est envoyé à Fleury. Et Fleury analyse vidéo, audio, sous-titres codés et retourne automatiquement tout un ensemble de métadonnées contrôlées par l'étape 1, dans laquelle on a le nom du super-héros, mais pas que, vous l'avez vu, un nom de personne, ça peut être beaucoup plus d'informations. Ce super-héros appartient à une série, cette série est contrôlée par un contrat, ce contrat prévoit la distribution sur plusieurs marchés, il y a des acteurs licenciés sur ce marché qui reçoivent cette série, toute cette masse d'informations peut être récupérée automatiquement juste en identifiant le nom du super-héros. Qu'est-ce qu'on cherche à faire chez Warner? Étape 3, on cherche à démontrer que les efforts qui sont des coûts de l'étape 1 et 2 sont une monétisation dans l'étape 3. Dans l'étape 3, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de placer des pubs, on est chez les Américains. Est-ce que je peux identifier de manière précise l'endroit idéal dans un programme où je peux placer mes pubs pour Apple? Est-ce que, par exemple, le fait que j'identifie un contexte sonore, le fait que quelqu'un tape sur un clavier, toutes ces informations existent dans les sous-titres codés, me permettent de dire de manière assez confortable, si je plaçais une pub pour un ordinateur à cet endroit-là, ça serait plus valable que de le placer au moment où le gars se fait égorger. En parlant de gars qui se fait égorger, ils ont des contraintes légales. Ils ont l'interdiction, avec certains des contrats publicitaires qu'ils ont, de placer des pubs sur certaines scènes. Ils ont donc besoin d'être capables de dire quelles sont les scènes à chaque seconde de leur programme. Ils sont donc obligés de décrire ces scènes avec des vocabulaires contrôlés. Je vous les fais simples: crime, sexe, drogue, alcool. Interdisent les publicités McDonald's et Applebee's. Cette information est dans un contrat. Ils ont des vocabulaires contrôlés pour les interdictions, pour les placements de pubs. Tout ça est fait entièrement automatiquement, ce qui veut dire qu'il y a une métadonnée technique qui est ajoutée par Fleury, qui est pas de pub McDonald's et Applebee's sur cette scène. Bon, je vous ai redonné l'exemple du cabriolet, je crois que c'est l'exemple le plus évident. Ils ont d'autres exemples, notamment un autour des royalties. Warner Bros. Revend énormément de ses contenus sur Amazon. Et dans les contenus, il y a beaucoup de musique. Et le problème, c'est qu'ils ont des contrats avec les auteurs et les interprètes de ces musiques. Mais au moment où le programme est revendu sous forme d'un DVD sur Amazon, tout le monde l'a oublié. Et donc pour eux, l'obligation légale de vérifier qu'un programme qui est revendu sur Amazon n'enfreint pas les contrats de royauté qu'ils ont signés, par exemple avec Jerry Rafferty sur la musique Baker Street, c'est des exemples réels que je vous donne, c'est la vraie vie. C'est important pour eux parce que les risques financiers, les risques légaux sont énormes s'ils ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées. Voilà, je voulais vous laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. Soyez pas intimidés, hein, allez-y. Je vous passe le microphone, si vous voulez. Allez. Bon, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.